Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 août 2022. On est en pleine période estivale. Le marché continue de grimper et nous allons faire un point sur la situation. Un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées, et elles ne constituent pas des conseils en investissement. Les rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bontin, tous les jours la vidéo Planète Bourse de Roxane Nojac, et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Première partie de l'émission, un top flop macroéconomique avec une vingtaine de graphiques pour comprendre la situation. Deuxièmement, on passe sur les graphiques sur la plateforme de ProRealTime, partenaire de Zone Bourse, pour regarder ensemble les indices, les matières premières, le Bitcoin et ensuite une sélection d'actions. Le top flop. À gauche, vous voyez l'allocation des investisseurs américains. Et vous pouvez voir qu'on avait atteint des records en 2021, tout le monde avait des actions dans son portefeuille, et donc on était à un pourcentage important du poids des actions dans les détentions des investisseurs américains. Il fallait, après avoir atteint un excès haussier, je dirais, sur ces détentions et pourcentages, que l'on nettoie un petit peu. Nous avons nettoyé, le Nasdaq a perdu 35%, les autres indices à peu près 20%. Et on peut voir qu'on est toujours à un positionnement acheteur très important. C'est là où il faut distinguer la différence entre, par exemple, Twitter, où on voit beaucoup de gens qui font du trading, beaucoup de gens qui font du court terme et qui shortent les indices, et d'autres qui disent, bon, bah, vu que tous les traders de court terme short, ça veut dire que le consensus est vendeur. Or non, le graphique de gauche vous montre bien qu'il y a eu un recul du poids des positions des actions dans les portefeuilles américains, mais qu'on est loin d'un nettoyage comme on avait eu lors de la crise de 2008 ou encore pendant l'année 2019-2021 avec le début de secousses puis le Covid. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un biais vendeur chez les particuliers, ils sont tous longs et à l'achat sur le marché action globalement aux États-Unis. Néanmoins, pour reparler de ces court-termistes, puisqu'il faut bien différencier les deux profils, il est vrai qu'au mois de juin-juillet, il y avait beaucoup de pessimisme. Au mois de juin, je vous disais que les indicateurs de sentiment étaient tout en bas, que le Fear and Greed, l'indice de peur et avidité de CNN, était tout en bas, que tout le monde pensait que ça allait chuter, donc qu'on pouvait se reprendre. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un contre-pied de marché, tout le monde voyait rouge, le marché est reparti dans l'autre sens, le scénario du range s'est validé sur le CAC 40 avec un double creux sur les 5800 points, et tous ceux qui étaient un peu trop négatifs et vendeurs à court terme se sont retrouvés bloqués. Le run haussier, le rallye haussier qu'on est en train de vivre, en fait, a engendré du short covering, c'est-à-dire des rachats de positions vendeuses. Les vendeurs qui avaient vendu l'accélération baissière en juin-juillet se rachètent avec ce rebond assez impressionnant des marchés. On va voir ensemble dans cette émission des graphiques positifs et négatifs. On va voir qu'il y a des scénarios alternatifs. On va voir qu'il y a des arguments qui laissent entendre qu'on va continuer d'avoir une année en dents de scie, ce que j'ai toujours pensé dès le début de cette année, alors que d'autres pensent que la crise est terminée, qu'on va repartir à la hausse et qu'on va chercher les plus hauts historiques. Graphique de gauche, c'est l'inflation aux États-Unis en comparaison avec le moral des petites entreprises, des petits business. Donc le moral a commencé à chuter et l'inflation a reculé elle aussi. Souvenez-vous, c'était il y a une semaine, on attendait les chiffres de l'inflation, ils sont tombés inférieurs aux attentes, ça a permis au marché de continuer de grimper. Néanmoins, le graphique de droite nous rappelle que même si l'inflation ralentit, elle reste tout de même très élevée et beaucoup plus élevée que le rythme de progression de ces dernières années, ce qui, à un moment donné, pourrait peser sur le moral des particuliers, peser sur leurs dépenses, leurs finances, etc. Pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission précédente, le consommateur américain, malgré l'inflation, continue de dépenser toujours plus parce qu'il le fait avec des crédits. Et on peut voir que les crédits
sur les cartes bleues sont en pleine explosion aux États-Unis. Pour combien de temps encore? À gauche, un graphique qui montre le Wells Fargo US Housing Market Index et qui représente un petit peu ce qui se passe sur le marché immobilier aux États-Unis. On a en ce moment une surchauffe et puis déjà le début d'une correction sur l'immobilier aux États-Unis. En Chine, n'en parlons pas, avec des ventes au mois de juillet qui sont ressorties en baisse de moins 28% par rapport à l'année précédente. Graphique de droite, ce sont les craintes des sociétés dans les publications du deuxième trimestre concernant une demande plus faible ou des inventaires qui viendraient à augmenter. C'est le challenge en fait du deuxième semestre de cette année. Est-ce qu'on est dans un soft landing, c'est-à-dire un ralentissement certes mais progressif et faible et en Europe et aux États-Unis, ou est-ce qu'on va faire quelque chose de plus coriace? À gauche, l'ISM en noir et en vert, vous avez l'Empire State Manufacturing Survey, donc c'est un sondage. À droite, vous avez ce même sondage ici. On voit bien qu'on est au plus bas depuis 2009. Et généralement, en fait, ces enquêtes anticipe la baisse de l'ISM. Si l'ISM passe sous les 50 points, c'est une contraction de l'activité. Tant qu'on est au-dessus, c'est une expansion. Et donc la question est ici encore la même. Est-on dans un soft landing, une stabilisation à plat, ou est-ce qu'on est dans un hard landing et ce n'est que le début d'un ralentissement macroéconomique prononcé? Ensuite, des très bonnes nouvelles. Et ce qui plaide potentiellement pour ceux qui ont des scénarios haussiers, ce sont des graphiques de la saisonnalité, notamment la saisonnalité pendant les années de mid-term aux États-Unis. Et vous voyez qu'on suit à peu près le schéma habituel avec une baisse jusque l'été puis une remontée par la suite. Vous voyez ici donc l'année post-élection, c'est des moyennes. Post-élection, mid-term avec une correction, puis ensuite on monte fort pré-élection et on continue sur notre lancée. En d'autres termes, on aurait assisté à la correction et on serait maintenant dans la phase la plus haussière du cycle présidentiel. Donc ces deux graphiques laissent entendre qu'on a fait une correction appuyée sur les 6 premiers mois de l'année et qu'on va repartir comme en 40 vers des nouveaux records historiques. À gauche, vous avez un graphique du niveau de cash des gérants de fonds. Et ce niveau de cash est sur des plus hauts de 15 ans. Ça aussi, c'est un argument haussier pour une continuation de la hausse, puisqu'on aurait eu une première phase de hausse sur des achats à bon compte et des rachats de short, et qu'on a ensuite du cash qui pourrait rentrer sur le marché si les opérateurs considéraient que les nuages sont derrière nous. À droite, c'est un autre graphique extrêmement haussier. C'est un graphique avec les occurrences ici qui sont marquées par des petits points. Lorsque 90% des actions du S&P 500 sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. On a vu il y a 2 mois qu'on avait un pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours qui était très faible et que généralement sur de tels extrêmes on peut rebondir. Eh bien, lorsque du rebond naît une reprise et qu'on repasse la MM50 sur 90% de la cote, généralement, ça veut dire que la tendance va reprendre ses droits. Donc les 4 graphiques que l'on vient de voir là sont des graphiques qui plaident pour le fait qu'on ait fait un point bas en juin et qu'on remonte progressivement jusque la fin de l'année, puis voire l'année prochaine. En regardant ce que font les particuliers sur les options, on peut voir qu'ils sont de retour à faire du trading, puisque les niveaux de volume sont à des retours d'il y a 6 mois à peu près, et on peut voir qu'ils sont de retour sur les achats de call, des options pour jouer la hausse. Le petit bémol, c'est qu'on peut constater aussi que ces opérateurs particuliers parfois n'ont pas compris la leçon, puisqu'ils sont de retour sur le Goldman Meme Stock Index, qui est l'indicateur, c'est un indice de Goldman Sachs avec les mêmes stocks, qui sont des valeurs ultra spéculatives, volatiles, qui ne gagnent pas d'argent, comme GameStop, comme AMC.
Et on peut voir que ces valeurs ont fait 40, 50, 60, 80, 100%, je crois même pour certaines d'entre elles, ces dernières semaines. On voit donc que les opérateurs répètent ce qu'ils ont fait en 2021, c'est-à-dire acheter des boîtes qui ne sont pas des boîtes de qualité, jouer la spéculation de court terme, mais on sait tous comment ça finit ensuite par de grosses corrections. Donc, oui, on a un creux de marché court terme, oui, on a de la hausse, mais cette hausse se fait aussi sur une sorte de petite frénésie court terme des acheteurs et qui se montre par le fait qu'ils achètent des boîtes de piètre qualité. Ensuite, des graphiques qui laissent entendre qu'il faut quand même faire attention à court terme et qui justifient le fait qu'on soit à la croisée des chemins. À gauche, vous avez un graphique qui montre le pourcentage de valeurs américaines qui, à court terme, ont un RSI au-dessus de 70. Donc un RSI en surachat. Et ce que l'on peut constater, en fait, c'est que on a un pourcentage qui est au plus haut depuis 2 ans. Donc, tout le monde s'est mis à acheter à court terme. On a eu des hausses violentes, mais c'est des hausses maintenant qui arrivent en surchauffe de court terme. Est-ce qu'on va pousser plus haut? Est-ce qu'on va consolider? Est-ce qu'après consolidation, on va repartir comme en 40, comme les 4 graphiques qu'on a vus avant qui sont très positifs? Ou bien est-ce que les tendances macroéconomiques et le recul des économies pourraient peser? C'est la question à $1 milliard, voire plus, de savoir où on en est actuellement. En tous les cas, il semblerait que, quels que soient les scénarios de chacun, on soit à la croisée des chemins. À droite, vous avez la confiance des consommateurs et les confiances dans le business aux États-Unis, non, ça c'est mondial, donc où on est en chute libre. Ce qu'il y a, c'est que les marchés souvent anticipent ce genre de dégradation, c'est pour ça qu'ils ont baissé pendant les 6 premiers mois de l'année. Maintenant, ces indicateurs arrivent au plus bas, mais souvent quand les indicateurs arrivent au plus bas, c'est que la pluie est déjà passée. À gauche, vous avez le graphique du prix du gaz dans la zone euro qui est proche d'un record historique et vous avez le prix de l'électricité en Allemagne qui est sur un plus haut historique. L'Allemagne qui subit une double peine à court terme avec des prix d'électricité extrêmement chers et en plus le Rhin qui est un axe de business, d'échange est très bas. Et lorsque le Rhin est aussi bas, eh bien, il y a un ralentissement économique assez prononcé, historiquement parlant. À droite, vous avez un graphique qui montre qu'on a potentiellement fait un point haut sur le marché immobilier en Chine, avec des chiffres qui sont très mauvais ces derniers mois, des scandales, des gens qui ne veulent plus payer, et des ventes qui devraient se normaliser dans les années à venir, après une euphorie généralisée soutenue par l'État ces dernières années, comme vous pouvez le voir ici. À gauche, ici, c'est les suppressions d'emplois. Il y en a dans la tech, mais il y en a aussi dans l'industrie. Vous voyez qu'en avril, il y avait quelques suppressions d'emplois. En mai, puis en juin, juillet, ça a commencé à s'intensifier. Au mois d'août, c'est relativement soft et on va voir à partir de la rentrée si cela continue ou non. Le marché de l'emploi étant une composante majeure, on est à 3,5% sur le taux de chômage, on est au plus bas. Si on arrive à se stabiliser sur ces niveaux-là, c'est très bien. Par contre, si le taux de chômage repart à la hausse, il faudra se méfier. Se méfier également parce que les EPS, les bénéfices des entreprises aux États-Unis sont toujours sur des records historiques et c'est aussi ça qui justifie le rebond des indices ces dernières semaines. On avait en fait des estimations des analystes qui sont restées au plus haut et un marché qui avait baissé de 20 à 30%. Donc on a un rattrapage qui est en train de s'opérer entre les cours des indices et les anticipations de bénéfices des entreprises. Par contre, vous pouvez voir que alors que les EPS se stabilisent sur les plus hauts, les marges, elles, commencent à plier, ou du moins à consolider. Voilà. Donc ça, faudra le suivre il faudra suivre l'emploi dans les mois qui viennent, il faudra suivre les bénéfices des entreprises, les révisions ou pas, d'ici la fin de l'année. Et surtout, une donnée fondamentale qu'il va falloir suivre à partir du mois de septembre, c'est le rythme de sortie des banques centrales et notamment de la Fed. Donc ici, vous pouvez voir le bilan de la Fed. En 2008, grosse crise, ils injectent
à plus de 1000 milliards. En 2020, le Covid, on injecte 4000 milliards, allons-y gaiement. Ensuite, on a graduellement fait monter le bilan de la Fed, ce qui a soutenu les indices jusqu'à la fin de l'année. Et depuis le début de l'année, pourquoi les indices ne montent pas en plus de la guerre, de l'inflation et tout ça? C'est aussi parce que la Banque centrale n'est plus en soutien. Néanmoins, elle ne s'est pas retirée pour autant. Par contre, à partir de septembre, le rythme auquel elle se retire va augmenter. Donc il faudra voir à ce moment-là si ça aura un impact ou non sur les marchés. Enfin, à droite, vous avez les anticipations des taux aux États-Unis, les Fed Funds, avec une hausse progressive jusqu'au début 2023, puis une baisse attendue par le marché en fin 2023 et 2024. Mais attention, on ne parle pas de taux d'intérêt qui redescendraient à 2, à 1 ou à 0. On parle de taux qui en fait se stabiliseraient dans le temps entre 2,50 et 3,50, et ça fait bien longtemps que ça n'a pas eu lieu. Et puis je voyais un commentaire d'un membre de la Fed il y a quelques jours qui disait de toute façon on ne va pas baisser les taux dans un avenir proche pour les remonter par la suite. Donc revenir à une hausse du bilan de la Fed, c'est-à-dire du quantitative easing et des baisses de taux prononcées, on n'y est pas non plus, alors que le marché, lui, l'anticipe grassement. Voilà donc pour cette première partie, top flop, pour comprendre un petit peu la toile de fond macroéconomique. On est dans un rebond puissant cet été. Est-ce un rebond technique avant plus de baisse? Est-ce un point bas de moyen long terme? C'est très difficile à dire. On va arriver en tous les cas là sur des zones de prix majeures. On voit par exemple cette zone de prix d'importance sur le Nasdaq 100 que vous avez ici sous les yeux. Là, vous avez la baisse de début d'année, le rebond technique de février-mars, la baisse jusqu'au mois de juin, le rebond dans lequel nous sommes. Est-ce que ce rebond est un rebond technique ou le début d'une reprise de long terme? C'est difficile à dire. La dernière fois qu'il a rebondi fortement, il est allé se taper la tête sur MM200 jours. MM200 jours est en approche. C'est pour ça que vous avez ces flèches qui vont dans des sens inverses. Possibilité numéro 1, on monte sous MM200, puis on repart à la baisse comme on l'avait fait en mars-avril. Autre possibilité, on vient au contact des MM200, on consolide certes, mais on repart de plus belle vers la fin de l'année pour suivre la saisonnalité avec un scénario lunette rose. Donc on est en plein milieu du mois d'août, on est dans un rallye haussier, les vendeurs sont contraints de se racheter, les acheteurs sont contents car ils revoient leur prix de revient sur certains dossiers, voire même des gains pour ceux qui étaient sur des dossiers haussiers de qualité en trend following, et les semaines à venir vont être d'importance. Moi, l'indice que je préfère, qui est relativement lisible et clair cette année et pour lequel j'ai un scénario que j'ai évoqué ces derniers mois à maintes reprises, c'est le scénario du range. C'est pour ça que je disais buy the invasion pendant la guerre en Ukraine. C'est pour ça qu'à 6800 points sous MM200 on est devenu prudent. C'est pour ça qu'en bas, ici à 5800, 5900, je vous parlais beaucoup de sentiments baissiers et de contre-pied possibles. Et c'est pour ça que plus on arrive vers ici la zone haute du range, plus je deviens prudent. Prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a fait des achats et qu'on a encore des achats de long terme ou des achats de moyen terme en portefeuille, on peut remonter ses stocks de protection. Comme ça, si la hausse perdure, qu'on ne s'arrête pas sur MM20, mais qu'on va à 6800, voire même à 7000 points, et tant qu'on remonte les stops au fur et à mesure sur les achats, on profitera de la hausse du marché. Ce qui est bien en remontant les stops, c'est que si en fait le marché à un moment donné échoue et repart dans l'autre sens, le fait d'avoir remonté les stops permettra de sortir et de moins subir. Alors après, tout dépend de votre profil. Cette année, j'ai beaucoup parlé de dollar cost average, de très long terme. J'essayais d'expliquer que malgré ce qui se passe cette année, les soubresauts, la guerre, l'inflation, pour l'instant, on restait dans un marché haussier de très long terme. Auquel cas, Jean-Michel DCA, qui achète tous les mois des ETF sur indice, lui, ne s'est pas posé la question et ne cherche pas à savoir si on est bas ou si on est haut. Il a acheté tous les mois quand on était bas, quand on était haut, et il n'a pas de temps à passer devant l'ordinateur, il n'est pas stressé. Après, vous avez l'investisseur de long terme qui est globalement investi entre 80 et 100% en permanence, qui décidera peut-être sur une partie de son portefeuille de remonter ses stops pour sortir une petite poche et créer des liquidités si le marché se retourne.
Après, vous avez des investisseurs un peu plus dynamiques qui, en plus d'une couche de long terme en portefeuille, comme ce que j'ai moi et comme beaucoup d'entre vous ont, c'est une poche un peu plus moyen terme, un peu plus dynamique. C'est sur cette poche-là où, à mon sens, pour moi, quand on est à moins 25 et moins 30 sur le début de l'année ou les plus hauts à 7004, là, on peut accumuler des titres, on essaie de les ressortir quand ça monte, on en réaccumule et puis on fait la même chose. Et ce, tant que le range perdure, en fait. Et puis après, vous avez les traders, les court-termistes, etc. Ceux à qui j'essaie d'expliquer depuis 15 jours tous les jours que c'est pas parce que je publie des graphiques macroéconomiques qui disent prudence, 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 que je suis short pour autant. En bas, j'étais acheteur. Quand le CAC est arrivé au contact de son oblique baissière ici, j'ai tenté un short, je me suis fait stopper. C'était un short de couverture qui couvrait des achats. Mes positions acheteuses de long terme et des positions acheteuses de moyen terme que j'avais pris. Et étant donné que je voulais bien dormir le soir, on était arrivé sous une oblique majeure, j'ai donc tenté un petit short qui a été rapidement stoppé. Et puis j'ai continué de faire business as usual, du trend following, être haussier sur le marché et attendre un signal baissier. C'est pas parce qu'on est prudent sur la macroéconomie et qu'on a un scénario de dents de scie et qu'on pense vendre le CAC qu'on doit le vendre les yeux fermés. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au quotidien. Tant qu'on n'aura pas de clôture sous MM 7 jours, quand on n'aura pas un échec cuisant sous une résistance, tant qu'on n'aura pas un signal de renversement de la vapeur, shorter à contre-tendance, c'est aussi se faire du mal. Donc vous voyez, moi j'ai remonté mes stops sur des positions acheteuses de moyen terme, j'ai pris des bénéfices, et pour shorter pas avec le dos de la cuillère, il faut attendre des signaux forts, sinon on se met juste en face d'un train. Donc petit short à 6006 sous MM200 ou petit short à 6007 ou 6008, chacun fait comme il veut, chacun va choisir son exposition. Globalement quand même, ce qui est plus simple pour un investisseur, c'est d'être par zone de prix, parfois très acheteur, parfois un peu moins acheteur, parfois un peu moins acheteur. Être acheteur tout en faisant des shorts, c'est pas forcément évident dans votre tête. De se dire, bon alors, je suis acheteur à long terme, ok, je suis acheteur à moyen terme, ok, j'ai remonté mes stops, ok, j'ai peur que ça se retourne, donc je vais prendre un petit short de court terme. Faut faire très attention. Faut pas couper pour autant vos positions de long terme. Faut pas mettre une trop grosse position sur les shorts. Donc, voyez aussi si ça correspond à votre profil. Ensuite, donc, le pétrole. Le pétrole, il est baissier parce qu'on est en ralentissement économique et que on va très probablement vers une récession en Europe et peut-être un double épisode récessif aux États-Unis. Il est dans une dynamique baissière. Et par contre, si vous voulez, je trouve complexe de jouer la baisse désormais dessus, parce que s'il y a des tensions entre la Russie ou l'Ukraine ou Taïwan, etc., je veux dire, ça peut être très volatile. En plus, on vient quand même de passer de 25 à 87, donc il y a un bon bout de baisse là qui est passé, moins 30%. Donc, comme le disent très bien certains, il y a aussi des actifs sur lesquels on n'a pas d'avis. C'est baissier. Est-ce que pour autant j'ai envie d'être short ? Non, pas vraiment. Voilà. Donc mon avis, c'est de ne pas avoir d'avis, tout simplement. Concernant les métaux, il n'y a pas grand-chose à dire. Un peu rebond du dollar, donc repli des métaux à très court terme. L'or reste dans un range. Lorsqu'on revient vers le bas de ce range, c'est une zone d'accumulation rationnelle, c'est une zone d'achat de moyen et long terme pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille. Et puis voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ensuite, concernant le Bitcoin, le Bitcoin il est dans un canal haussier à faible pente, aussi appelé drapeau haussier. Le risque, c'est que à terme, les indices se replient et que le Bitcoin qui sous-performe le Nasdaq reparte à la baisse. Ce qui pourrait sauver le Bitcoin, c'est une news dans le secteur qui changerait la donne, ou bien une explosion du Nasdaq de 5-7% supplémentaires, qui permettrait peut-être aux spéculateurs de court terme de tenter une sortie vers 28-30 000 sur le Bitcoin. Mais en tous les cas,
à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ça fait 3-4 séances que le Nasdaq continue de grimper, ça fait 3-4 séances que le Bitcoin n'arrive plus à monter. Ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, en tous les cas, le Bitcoin est sous-performant, que si les indices montent, il ne va pas monter des masses, et que si les indices baissent, il pourrait se prendre une claque dans la figure. Donc, tout comme sur le reste, on remonte prudemment ses stops pour éventuellement prendre des gains si le marché dérape. On va regarder maintenant la sélection des titres dont je voulais vous parler. Certains parce qu'ils sont beaux, certains parce qu'il faut peut-être penser à remonter les stops, d'autres qui étaient des configurations en retournement qui sont en train de peut-être se valider, mais sur lesquelles il faut avoir un bon money management. Donc vous avez de la grosse comme Airbus, et j'ai fait un exercice en fait, c'est que j'ai mis différents niveaux de stop, différents niveaux de stop de protection. Court terme, moyen terme, long terme, ce sont des propositions, hein, pas des conseils à suivre à la lettre. Des petites valeurs donc en retournement potentiel comme Aramis ou comme Chargeur. Un cadre de couteau qui tombe, Telsat, puis il y a Sanofi aussi. Des cas de valeurs qui essayent de passer leur MM200 et sur lesquels on peut remonter les stops comme Plastic Omnium, Valeo ou encore Worldline. Alors, c'est parti, on commence par Airbus. Donc Airbus, j'ai un graphique que j'utilise depuis assez longtemps, qui est une sorte de canal haussier à faible pente depuis le Covid. Et lorsqu'on est sur le bas de ce canal, on est plus ou moins attractif. Lorsqu'on est haut, on est un peu cher. Lorsqu'on revient sur le bas de canal, c'est de nouveau attractif. Et je joue en fait avec les extrêmes comme ça. Quand on sort par le haut du canal, je fais assez attention. Et lorsqu'on sort par le bas, je regarde s'il n'y a pas une réintégration. Sur un titre comme Airbus, le long-termiste qui en a acheté en 2020 ou bien qui en a accumulé sur la zone horizontale ici, autour des 90, lui, il a son stop sous les 90 €. C'est à 20% des cours actuels, certes, mais c'est nécessaire lorsqu'on fait du long terme. Le moyen termiste, lui, peut peut-être mettre son stop sous les 99 €, la mèche basse de fin juillet, alors que le court termiste, lui, pourrait décider de le mettre sous les plus bas d'il y a 10 jours. C'est un moyen ainsi de remonter ses stops de protection et de laisser courir la position le plus longtemps possible, fonction de son profil, mais d'alléger la position si le marché venait à se retourner. Sur Aramis, on est sur un scénario de tentative de rebond technique après une introduction relativement chère d'après le marché et une chute de 84% qui en a suivi. C'est extrêmement baissier, j'en parle non pas parce que j'aime bien mais parce que des lecteurs me l'ont demandé. On était extrêmement baissier, on est en train de tenter de neutraliser la dynamique de court terme, on a un pivot clé à 5 €. Si et seulement si les 5 € cassent, les traders de court terme pourraient s'en emparer. À court terme, là pour l'instant, pour le moment, je ne vois rien à y faire. Mais si on a une sorte de rounding bottom qui se met en place, on a un bébé phénix qui pourrait tenter de se mettre en place. Le phénix, pour ceux qui ne savent pas, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une valeur qui était baissière, qui passe neutre et qui rebondit un petit peu. Ensuite, une valeur en trend following, Bilendi. Alors la particularité de Bilendi, c'est que certes elle est en trend following, elle est haussière, elle est au-dessus des MM200. La petite problématique, c'est qu'il y a un gap qu'elle a laissé ouvert ici, à 23 €. Et donc, parfois, le marché, afin de combler un gap, peut faire une mèche basse. Et vu que c'est une valeur qui peut être volatile par moment, j'ai mis une alerte à 23,20 € en me disant que si elle venait combler ce gap, faire une petite mèche sous MM200, pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur ce dossier-ci, le considérant de qualité, voilà, ça peut être un moyen de se mettre une alerte, de se dire, imaginons que le marché stabilise à plat ou recule un petit peu, imaginons alors que Bilendi consolide, elle perd 10%, elle revient à 23 €, en fait c'est un moyen peut-être de rentrer dessus sur un comblement de gap. Ensuite, Chargeur, elle était baissière, sous une oblique, elle a réussi à se battre et à passer son oblique, maintenant elle fait face à une résistance horizontale. Vous voyez que contrairement à des valeurs haussières de moyen terme, des valeurs en trend following, c'est quand même beaucoup plus complexe à mettre à profit.
comme rebond. Il faut savoir voir ici le chandelier de potentiel retournement, tenter de jouer une cassure d'oblique. Bref, c'est sportif, il faut un money management béton, il faut savoir ne pas se laisser coincer. C'est pas fait pour tout le monde de jouer ce type de retournement potentiel. Et à court terme, on a une zone ici, tampon, qui fait résistance avec une zone horizontale et une zone de gap à 17,50. Donc rien n'est fait sur chargeur. Concernant CrossJet, on en a parlé à 3 euros, à 3,70 avant la cassure des plus hauts annuels. J'en ai parlé, je crois, il y a 1 ou 2 semaines en vous disant qu'il fallait casser les 4,15 pour valider une configuration du Phoenix. Donc là, pour le coup, c'est un vrai Phoenix. Un vrai Phoenix, c'est donc une valeur qui baisse pendant des années, qui se met dans un range pendant des années et qui tente de s'extraire de ce range par le haut. En plus de ça, avec des cours qui se retournent, mais des volumes aussi qui sont beaucoup plus importants. Alors voilà, vous avez ici aspect news, des volumes, les volumes qui reprennent, des news qui continuent de sortir. Et donc dans ce cas, dans ce type de scénario, oui, il y a eu une cassure des 4,15. Et certains vont se dire, ah bah c'est bon, c'est la cassure qu'on attendait, donc à long terme le signal est donné, donc tout va bien. Certes, c'est beau, mais ça ne veut pas dire qu'elle va parvenir tester la zone des 4,420 avant d'éventuellement repartir. Donc la question c'est, à quel prix vous êtes rentré? Est-ce que vous étiez déjà dedans à 2 euros? Est-ce que vous êtes rentré dedans à 3 euros? Auquel cas, dans ces deux cas, vous pouvez vous permettre de voir la valeur descendre à 4 euros et repartir. Ou est-ce que vous avez payé l'accélération au-dessus des 4,15? Auquel cas, vous prendriez le risque de passer de plus 15 à 0, voire même en négatif. Donc c'est là où, fonction de pourquoi vous avez fait cet achat, fonction de votre profil, de votre analyse de la valeur, vous devez choisir où vous remontez le stop de protection. Le stop du moyen termiste, en tous les cas, me semble remontable, certes, mais pas au-dessus des 4,415, qui est la zone tampon qu'on a passée, mais sur laquelle on peut très bien faire un pullback. Donc voilà, on avait vu au mois de juillet que le stop pouvait être placé sous 3 euros. On a vu dans la réaccélération que le stop pouvait être remonté sous les 3,50. On voit maintenant qu'il peut être remonté sous les 4 euros. Et c'est comme ça qu'on accompagne au mieux une valeur dans sa hausse. Avec un stop qui reste large et qui permet au titre de pouvoir perdre 25% sans déclencher le stop. Mais pour ça, il faut être bien rentré. Et pour ça, il faut avoir l'envie de mettre un stop large. Ensuite, Elior, on en a parlé parce qu'elle était soutenue par MM7 jours. Elle la teste pratiquement tous les jours depuis 10 jours. Et donc, vous savez où remonter le stop de protection de court terme. Elle est sous une zone horizontale. Est-ce qu'elle va la passer en force pour aller chercher MM200? Je n'en ai aucune idée. Par contre, si vous en avez acheté dans la latéralisation sur les 3 euros, bah, vous pouvez aussi décider de remonter votre stop sous les 3,20 et de vous garantir 6% de gain si la valeur se retourne à la baisse. C'est un exemple. Ensuite, Enovix, ça c'est une action du Nasdaq. Donc là, c'était juste un lecteur qui m'en a parlé, puis je la trouvais jolie pour le cas d'école. Ici, on a un double creux qui est super propre, avec une ligne de coup, avec une cassure qui intervient ici et des volumes en forte augmentation. Cassure validée avec un gap haussier, comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu mon mot. Bref, ce sont des gaps qui apparaissent beaucoup plus souvent aux États-Unis qu'en France. Des gaps puissants avec des volumes historiques où généralement on ouvre, on monte, on travaille la zone, mais on ne recomble pas le gap. On continue de grimper. Et donc, aux États-Unis, on peut acheter sur ce genre de chandelier-là avec un stop sous le gap, stop qui peut remonter ensuite progressivement pendant la hausse et qui permet d'accompagner le plus haut et le plus longtemps possible. En France, ce genre de... Ah oui, c'est un runaway gap. Runaway, donc partir loin, vous voyez. Donc c'est vraiment le gap puissant où ça part à la hausse et c'est un coup de pied aux fesses. Ensuite, Essilor Luxottica, je trouve qu'elle ressemble vachement au CAC, avec son top sur le début d'année,
avec son rebond en mars et son échec autour des mêmes 200, et avec le fait qu'elle retourne ici autour des mêmes 200. Est-ce qu'on va faire une simple pause puis repartir comme en 40, ou est-ce que de nouveau va y avoir du troubleshooting dans la zone de MM200? Je n'en serais pas étonné, mais après c'est l'été, il y a de la complaisance, donc on verra bien où est-ce que ça s'arrête. Là c'est pareil. Vous pouvez, fonction de votre profil, penser à remonter votre stop au fur et à mesure de la hausse. La définition de la tendance haussière, c'est la théorie de Dawes, c'est tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, la valeur est haussière, je garde mes achats. Si la valeur commence à faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, eh bien je peux décider d'alléger. Ensuite, Telsat, c'est un cas de couteau qui tombe, qui par la suite a engendré un rebond. Alors c'est pas très souvent le cas, hein. Regardez Orpea, couteau qui tombe, ça a continué de baisser par la suite. Solution 30, ça a baissé et ça a continué par la suite. Donc il n'était pas dit non plus que ça allait fonctionner sur Telsat. Moi ce que je constate, c'est que pour quelqu'un qui était à l'achat ici, même si on avait un stop large sous les 10 €, on serait sorti sous les 10 €, on ne se serait pas pris moins 40% dans les dents et on n'aurait pas eu à prier pour que les cours remontent. En stoppant les achats sous la zone horizontale, eh bien, on se serait épargné une chute et une remontée pas nécessaires. Ensuite, pour celui qui veut faire de l'achat de couteau qui tombe une fois que celui-là est possiblement planté, eh bien, très rarement, le point bas se fait en une séance. Là, on a 2 séances de chute. Ensuite, on a une latéralisation des prix. Et c'est là, en fait, où vous pouvez descendre sur du plus court terme. La valeur se plante à 7 €. Elle ouvre, elle stabilise, elle stabilise, elle stabilise. Et elle crée une zone de résistance. Et à un moment donné, pof, elle casse la zone de résistance ici à 7,60. Ça, c'est une porte d'entrée pour jouer un rebond technique sur la valeur. C'est pas acheter à 10 € ou 9 € ou 8 € en disant ouais c'est pas cher, de toute façon c'est pour du long terme, je mets pas de stop, nanana. Non, puisqu'on a déjà vu des cas comme Orpea, comme Solution 30 et d'autres, il en existe, où ça ne se relève pas. Par contre, une fois qu'on est planté, une fois qu'on stabilise à plat et qu'il y a un début de rebond, vous pouvez, si vous avez envie de faire du trading, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou si vous êtes un investisseur, on va dire un peu plus sportif, eh bien attendre des cassures comme ça, de court terme, et faire en quelque sorte du trend following en données horaires. Ensuite, Gaming and Leisure Properties. Là, c'est un lecteur qui m'a envoyé cet exemple de potentiel GLB avec ici donc des cours qui reviennent sur des plus hauts historiques. Et donc c'est intéressant de voir ce genre de consolidation, un marché qui est globalement haussier ces 5-7 dernières années et qui pourrait mettre ses plus hauts historiques derrière lui. Et donc dans ce genre de cas, pareil, hein, ici vous voyez on avait une zone horizontale, on l'a gapé avec des volumes, on continue de grimper, on fait un pullback, on repart. On peut donc remonter les stops de protection sous les creux ou sous la zone de gap, en espérant que les plus hauts historiques cassent. McDonald's, ça monte tout le temps quand les marchés vont pas bien ou que les marchés vont bien. C'est vraiment voilà, une des valeurs de trend following de long terme par excellence. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est un sacré rouleau compresseur. Certains, je pense, même font du DCA sur ce genre de valeur. C'est haussier et on approche de la croisée des chemins, à savoir est-ce que les indices vont continuer leur course vers leur plus haut historique comme si le point bas était derrière nous, ou est-ce que dans les semaines qui viennent on va bloquer après un rebond relativement puissant. Une chose est sûre, c'est que le marché, dès qu'il y a un repli de 10-15% sur ce type de valeur, il saute dessus. Donc à vous de voir si ce type de façon de faire et ce type de dossier vous intéresse. NeoN, là aussi, proposition de posage de stop. Stop de court terme, peut-être pas sous le précédent creux d'il y a 2 jours, mais celui d'il y a 10 jours. Stop de moyen terme, sous la MM200, qui a fait office de support ces derniers mois, et donc qui est un pivot pour l'investisseur de moyen terme. Ou stop long terme, carrément, sous le range duquel la valeur s'est extraite
Après, c'est Néo-N, hein, donc elle peut en sortir, le réintégrer, repartir. Elle est parfois volatile. Mais voilà un exemple, fonction de votre profil, du temps que vous avez à passer devant les marchés, du temps que vous voulez garder vos positions, où est-ce que vous pouvez mettre des stops de protection, qui ne sont d'ailleurs pas des stops pour toute la position, mais qui peuvent être des stops pour la moitié de la position. Plastic Omnium, c'est baissier, c'est équipementier automobile, c'est pas ma tasse de thé. Simplement, on est dans un rebond technique ici, et on est en train de passer MM200. Scénario, tout va bien dans le meilleur des mondes, on arrive à la franchir et puis à continuer de grimper. Donc si vous êtes à l'achat là-dessus, vous avez envie de lui donner une chance. Alors celui qui est rentré à 18,50, il va peut-être décider de se mettre un stop à 0 en se disant si on retourne sous MM200, je dégage. Si vous êtes acheteur de moyen terme, que vous êtes rentré à bon prix, etc., vous pouvez avoir envie de mettre votre stop sous les 17,50 en vous disant je lui laisse de la marge pour travailler la MM200 comme on travaille parfois une GLB avant d'éventuellement continuer. Mais de telle manière que si en fait c'était un excès au-dessus des MM200 puis qu'on repart à la baisse et qu'on repart vers les plus bas, vous aurez concrétisé soit une moindre perte, soit un gain et vous ne serez plus coincé dessus. Prodways, ça fait partie des micro-valeurs. Je la trouve intéressante parce qu'on parlait de CrossJet qui est un phénix. Là aussi, on a un phénix potentiel avec une valeur qui a baissé 2017, 18, 19, 20, puis qui s'est stabilisée pendant 2 ans et qui est pour l'instant dans une latéralisation. Je dis simplement que si et seulement si Prodways réussissait à s'affranchir de la zone des 3.30, 3.50 à moyen terme, ça ferait un bel exemple de phénix pour les bouquins avec un beau potentiel derrière. Sanofi, alors il y a eu toutes sortes de débats la semaine dernière sur Sanofi, est-ce qu'il faut acheter ou pas, un couteau qui tombe ou pas, oui mais c'est Sanofi, c'est un bon dossier donc il faut acheter. Oui mais ceux qui ont acheté à 88 dans la chute après 10% de baisse, le lendemain ils perdaient 14%. Donc je vois pas non plus l'intérêt de se jeter trop vite, trop fort dessus. J'ai un copain, Tino, qui en avait acheté le jour de la baisse, top ultra serré, il est sorti ultra rapidement. Il sait trader, il sait faire des achats en épuisette, des stops serrés, du trading avec un bon money management, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'acheter des couteaux qui tombent, ça finit plus souvent en solution 30 ou en Orpea que en Eutelsat ou en Sanofi. Alors après, certains diront, oui, mais à 77, 78, on était revenu sur le support de moyen terme et l'oblique haussière de long terme. Oui, c'est vrai. Après, moi, je l'ai vu à 87 ou 83. Je ne l'ai pas suivi dans la foulée parce que moi, j'attends que le couteau se plante pour voir ensuite s'il y a quelque chose à faire. Pour ceux qui veulent faire du trading court terme, ou tenter en tous les cas d'attraper un couteau qui tombe, mettez-vous en données horaires, regardez la dynamique et l'accélération des prix, et de la même manière que sur Eutelsat, on a une stabilisation à plat et une petite résistance qui a pris naissance. Ici, vous avez une résistance autour de 80,20 qui s'est mis en place à court terme et qui a été cassée avec un beau volume acheteur. Donc on a chute, boum, contre-pied. C'est sur ce type de chandelier-là qu'on peut se dire « Ah, il y a peut-être eu forte chute, le couteau semble se planter, j'ai des volumes acheteurs, j'ai une cassure de résistance de court terme, je vais le tenter avec un stop serré. » Dans ce cas-là et uniquement ce cas-là, parce que vous avez le temps, parce que vous avez l'expérience, parce que vous savez définir une résistance court terme et parce que vous savez sortir si ça pue, ok. Mais ce profil-là, c'est même pas 10% des investisseurs à qui moi je parle dans mes émissions. Et globalement pour l'investisseur, les achats de couteaux qui tombent, c'est dangereux. Ensuite, sèche environnement, on est en trend following et là c'est un autre exemple du fait qu'on peut remonter les stops de protection au fur et à mesure. Le stop de court terme sous le précédent creux, le stop du moyen termiste sous le creux précédent et la MM200. Le stop du long termiste peut lui aussi aller sous les 67 je pense, ou bien avec une marge supplémentaire. Mais voilà, vous avez l'exemple d'une valeur qui grimpe
et où on va remonter le stop au fur et à mesure du mouvement. Vous voyez bien tous les exemples que je vous montre depuis tout à l'heure. Oui, si vous mettez des stops à 10%, vous vous faites avoir sur des replis qui font 10-15%. Mais si vous mettez des stops larges, à moyen terme, de préférence large sous MM200, bon après ici c'est une valeur qui aime bien faire des mèches dessous, mais je vous montre image au tag. Voilà, ça c'est une valeur, vous avez le stop sous MM200 en permanence, vous n'avez aucun stress. Cross-jet qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le stop qui remonte au fur et à mesure. Voilà, ça se passe aussi très bien. Souvent des gens disent je me fais avoir mes stops, c'est parce que souvent ils achètent mal avec des stops trop serrés. Ensuite, un lecteur me dit peux-tu parler de synergie, qu'en penses-tu? Elle sous-performe le marché puisque depuis là un mois le marché monte et elle a du mal. Elle a bien corrigé par rapport à ses plus hauts ici à 42. Je crois savoir que les publications, je ne sais même pas si elles sont faites, je ne me rappelle plus. Ici la personne me dit j'en ai déjà, est-ce que je dois renforcer ou pas, tout ça. Je réponds bien évidemment que je ne fais pas de conseils personnalisés et que je ne peux pas répondre à cette question. Simplement ce que je dis souvent à quelqu'un qui est à l'achat sur une valeur que moi je n'aurais pas puisqu'elle est ici baissière et sous MM200, c'est que je ferai comme si je venais de l'acheter. Imaginons que je vienne de l'acheter à 28 € et que je me dise où est-ce que je mets mon stop. Si je suis un investisseur de court terme, je mets mon stop sous le creux ici à 27 €. Si je suis un acheteur de moyen terme, je mets mon stop sous les 25 €. Si ça passe les 30 € et que ça accélère, je remonte mon stop à mon point d'entrée. Parce que vous soyez à l'achat à 26 ou en perte à 35, vous gérez la configuration à l'instant T. À l'instant T, elle est baissière à moyen terme, neutre à court terme. Si ça sort par le haut, j'ai envie de la garder. Si ça sort par le bas, j'ai envie de la couper. Thales, même chose. Proposition de stop fonction du profil. Le court-termiste a son stop sous le plus bas récent, les 115-116. Le moyen-termiste note qu'elle est dans un range depuis 5 mois et met son stop sous le bas du range. Le long-termiste qu'on avait avant la guerre en Ukraine à 80 €, qui adore le dossier, qui se dit il y a d'autres contrats qui vont tomber dans les trimestres à venir, je veux de la défense dans mon portefeuille, il garde son stop sous les 100 €, peinard, sans stress. Valeo, c'est comme Plastic Omnium, c'est de l'automobile, ça me plaît pas forcément, c'est baissier à moyen terme, ça essaye de passer même 200. Ici, pareil, on peut remonter les stops sous les creux récents. Si ça échoue sous MM200 et que ça repart à la casse, on dégage. Si au contraire, ça casse la résistance et ça tente de s'extraire des MM200, on remontera les stops. Et Worldline, même chose. Elle était baissière, elle faisait des plus bas de plus en plus bas. Elle a réussi pour une fois à casser une zone de résistance. Elle essaye de s'affranchir des MM200. Donc on se dit, pour lui laisser une chance, il faut que le stop soit au-dessus sous le MM200. Sous potentiellement l'ancien niveau horizontal, et on voit que le niveau horizontal est à 40,50 et qu'il y a donc un seuil psychologique à 40 € juste dessous. Donc là on peut se dire je vais mettre mon stop large à 10% des prix, sous MM200, sous le niveau horizontal, sous les 40 €, comme ça si on vient le chercher c'est vraiment que ça n'a pas pris et que j'ai envie d'en sortir, mais si ça latéralise et que ça repart, on est toujours dedans. Voilà donc des explications sur pourquoi il faut préférer les valeurs haussières, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des stops sur à peu près tout, mais qui doivent être un minimum large, et comment, en fonction de son profil, court terme, moyen terme, long terme, on peut mettre ces stops de protection sur des graphiques. Si je fais tout ça, c'est puisque, comme vous le savez peut-être, ce sont mes dernières émissions chez Zone Bourse. Je vais faire une grosse pause pendant septembre, octobre, voire plus. Je ne ferai donc pas d'émission pendant ces mois-là. Je ne ferai plus de Twitter non plus. J'essaye donc de vous livrer, en tous les cas, ma lecture macroéconomique, la mise à jour de ma lecture du CAC et mes façons de faire concernant la façon de jouer des rebonds techniques, de faire du trend following, de préférer les valeurs qui montent, de mettre des stops de protection, etc. etc. J'espère que ça vous plaît et je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon trading ou un bon DCA, mon cher Jean-Michel, et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.